Donc, on les appelle les techniques aléatoires ou bien probabilistes parfois. Par contre, les techniques déterministes, là, ce temps-là, le temps d'accès au support est borné. Il y a un temps maximal au bout duquel une station est assurée d'avoir accès au support. Et après, nous avons donné des exemples, justement, de techniques dynamiques, techniques d'allocation dynamique aléatoire. Donc, on commence par les techniques aléatoires d'abord. On a parlé de Aloha, on a parlé de CCMA-CD, CCMA-CA, CCMA-CR, etc. Et tout ça, c'est, on a dit, les techniques d'accès ou d'allocation dynamique du support de manière aléatoire. Alors, nous avons présenté, et sur ça on s'est arrêté, nous avons présenté la première technique qui permet d'accéder au support, qui s'appelle donc la technique Aloha, qui a été mise en place par le professeur Abramson dans les années, début des années 70, dans les îles Hawaï. Aloha qui veut dire bonjour, donc en Hawaï. Donc c'est une technique très simple. Nous avons bien sûr, là c'est un réseau hertzien, donc ça veut dire qu'on a des antennes sur des îles, puisqu'il y a des îles, c'est difficile de faire passer des câbles, donc on a pensé donc à un réseau hertzien, donc sans fil. Et pour faire communiquer les différentes stations qui se trouvent dans le réseau, donc on a utilisé, si vous voulez, cette technique-là d'accès au support. C'est une technique très simple. Donc il y a deux algorithmes, un algorithme au niveau qui s'exécute au moment de l'émission, donc la station qui est en train d'émettre, on va appeler ici émetteur, et là, un algorithme au niveau du récepteur à la réception. Donc l'émetteur, dès qu'il a quelque chose à envoyer, il va l'envoyer. Donc il ne fait aucune chose. Donc il reçoit, par exemple, des données de la part de la couche supérieure et il va constituer la trame et l'envoyer. D'accord? Et une fois qu'il envoie une trame, il déclenche un timer et attend un ACK. D'accord? Il y a deux cas. Soit qu'il reçoit l'acquittement, et c'est tant mieux. D'accord? Donc ça veut dire que l'envoi est réussi. Soit, s'il n'a pas de réponse, alors il y a deux cas aussi. Donc soit qu'il n'a pas encore atteint le nombre maximal de retransmissions permis, parce qu'on a dit on va lorsqu'on n'arrive pas à envoyer une trame, on doit la retransmettre. Mais on doit retransmettre une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. jusqu'à quand on ne peut pas continuer comme ça à l'infini. Peut-être qu'il y a une défaillance physique grave, et donc là, le support ne permet plus d'envoyer. Ce n'est pas la peine de continuer à essayer d'envoyer. Donc, c'est pourquoi on fixe un nombre maximal de tentatives. Donc, si on n'a pas encore atteint ce nombre maximal, on retransmet l'information. Sinon, on arrête. Ça, c'est l'algorithme au niveau émetteur. Au niveau récepteur, c'est beaucoup plus simple. On reçoit une trame, on traite l'information, d'accord? On va extraire bien sûr l'adresse de destination, vérifier ce que la trame nous est destinée. Si oui, alors on regarde est-ce qu'elle est correcte. Si elle est correcte, alors on va envoyer un acquittement à l'émetteur et passer bien sûr les données à la couche supérieure. Et bien sûr, dans le cas incorrect, on ne fait rien. On ignore avec la trame, on la laisse, on jette dans la poubelle en quelque sorte, donc on ignore. Et comme ça, l'émetteur, bien sûr, il va détecter qu'il y a une anomalie au bout d'un certain temps, puisqu'il a déclenché un timer. Donc c'est ça le protocole Aloha. C'est un protocole d'accès au support qui est, dynamique, parce qu'on donne la bande passante ou bien le support à une station qui le demande, donc il est dynamique, ça se fait à la demande, et il est aléatoire, parce que n'importe quelle station peut émettre à un instant donné, et ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Alors, nous avons aussi parlé d'une amélioration de cette technique-là, qu'on a appelée la Aloha par tranche. Alors, pourquoi d'abord? Parce qu'on a constaté qu'avec la technique Aloha, c'est une technique qui marche, mais dès que le nombre de stations augmente, on constate qu'il y a un problème dans l'émission des trains. Donc, il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de collisions, tout simplement, parce que n'importe quelle station peut envoyer à n'importe quel moment. Et par conséquent, on risque d'avoir des collisions si le nombre de stations est grand.
comme si, par exemple, on est dans une salle en train de discuter. S'il y a 4 ou 5 personnes ou 10 personnes, ça marche. Mais s'il y a 70 personnes, ça risque de créer du bruit. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes peuvent parler en même temps, etc. Et c'est pourquoi on a fait une première amélioration, donc une amélioration de cette technique-là qu'on appelle Aloha par tranche. Et le principe de l'amélioration est très simple. On a subdivisé l'axe des temps en on va dire, des tranches de temps. D'accord? Donc, imaginons, vous avez un ensemble de stations A, B, C, D, E qui envoient leur tram. Ça, c'est dans le cas à l'heure normale. N'importe quelle station, à n'importe quel moment, ça, c'est l'axe du temps. Donc, ça, c'est les stations. N'importe quelle station, donc, peut émettre des trams à n'importe quel moment. D'accord? Et par conséquent, il suffit, dans ce cas, qu'il y ait un chevauchement d'un seul bit, d'accord, entre deux stations, pour qu'il y ait collision. Donc, il n'y a qu'un seul bit entre une trame d'une station A et une trame d'une station B. Il y a un chevauchement d'un bit, et encore, bien sûr, pire lorsqu'il s'agit d'un chevauchement de plusieurs bits, d'une partie de la trame. Il y aura donc collision, et par conséquent, le signal, la trame résultante, n'est plus correcte. C'est pourquoi donc on a subdivisé le temps en plusieurs tranches. D'accord? En plusieurs tranches. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc une station ne peut émettre sa trame qu'au début d'une tranche de temps donnée. D'accord? Par exemple, ici, vous avez le temps T0, T0 plus T. D'accord? Tant que la trame n'est pas encore arrivée, si une station a déjà commencé à envoyer, tant que sa trame n'est pas encore arrivée, c'est le temps de vulnérabilité en quelque sorte, la période de vulnérabilité, aucune autre station ne peut émettre. Une fois qu'on arrive au début d'une tranche, la tranche de temps suivante, les autres stations peuvent émettre. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on garantit? Et qu'est-ce qu'on élimine et qu'est-ce qu'on garantit? On garantit à une station qui a commencé à envoyer seule au début d'une tranche de temps, qui a commencé à envoyer sa trame, et on suppose qu'elle était seule au moment de l'envoi, alors aucune autre station ne va la déranger, parce qu'il a déjà commencé à envoyer, le début de la tranche de temps est dépassé, donc aucune station, même si une station a quelque chose à envoyer, elle ne peut pas l'envoyer, comme c'est le cas de la méthode Aloha de base, il doit attendre le début de la tranche de temps suivante pour qu'elle puisse envoyer. Et par conséquent, donc la trame qui est déjà envoyée, elle est assurée d'arriver. Et qu'est-ce qu'on aussi on évite? On évite les collisions partielles. Les collisions partielles. Parce que lorsqu'une station a commencé à envoyer avant les autres, ça y est, aucune autre ne peut envoyer parce qu'elle a déjà commencé à envoyer au début d'une tranche. Mais par contre, lorsqu'on a cette fois-ci collision, on a une collision totale. Mais de toute façon, c'est parce qu'on peut avoir deux stations qui veulent émettre en même temps. D'accord? Et par conséquent, au début de la tranche de temps, elles commencent toutes les deux à envoyer. Donc là, vous avez une collision, on va dire, totale. Mais dans tous les cas, on va éviter toutes les collisions partielles. Et donc, c'est ça, en fait, l'intérêt. Donc, on va diminuer le nombre de collisions. C'était ça, si vous voulez, l'amélioration de la technique Aloha qui est utilisée sur le réseau de Hawaï. Et donc, bien sûr, c'était au début des années 70, etc. Alors, après, on a commencé à avoir des réseaux locaux câblés, comme par exemple Ethernet. Donc, dans la première version d'Ethernet, Ethernet, on a dit, était un réseau bus. C'est un câble coaxial auquel sont connectés l'ensemble des stations. D'accord? Et donc, les stations, une station qui veut émettre, bien sûr, peut émettre sa trame, etc. Mais bien sûr, on risque d'avoir, s'il y a deux ou plusieurs stations qui veulent émettre en même temps, on risque d'avoir des collisions. Au début, donc les gens les concepteurs, si vous voulez,
du réseau Ethernet ont pensé à faire quoi? À utiliser la technique Aloha ou Aloha discrétisée, Aloha en tranche. D'accord? Au début, Gallo, pourquoi ne pas utiliser la technique Aloha qui marche sur le réseau hertzien de l'Université de Hawaï? Mais bien sûr, ils ont constaté que ça donne des résultats un peu médiocres. Pourquoi? Parce que sur un support câblé, les distances entre les stations sont courtes, le nombre de stations est généralement plus grand, donc vous avez un bus, un câble coaxial sur lequel sont connectés un certain nombre de stations. Et donc, en quelque sorte, on a constaté qu'il y a beaucoup de collisions, et c'est pourquoi ils ont pensé à mettre en place une nouvelle technique, un nouveau protocole, une nouvelle méthode d'accès au support qu'ils ont appelé CSMA. Donc, c'était le début des techniques CSMA. Donc, CSMA, qu'est-ce que ça veut dire d'abord CSMA? Alors, CSMA, Carrier Sense Multiple Access, c'est accès multiple bien sûr au support, par détection de la porteuse. D'accord? Par écoute, en quelque sorte, de la porteuse, c'est-à-dire du signal du support. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ajouté à la technique Aloha? Ils ont ajouté la chose suivante, une station. Avant d'envoyer sa trame, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit écouter le canal, le support, avant l'envoi. Donc, l'émetteur, quelqu'un qui veut envoyer, c'est Isma'. Isma', c'est un sens figuré, donc il doit écouter sur le support, c'est-à-dire il doit détecter est-ce qu'il y a un signal déjà qui circule sur le support. Et alors, un signal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà une station qui est en train d'envoyer une trame. Donc, il doit écouter le canal avant l'envoi. Si le canal est libre, il peut transmettre sa trame. Sinon, il doit attendre. C'est très simple. Donc ici, c'est l'algorithme au niveau de l'émetteur. Donc, je nous disais par rapport à l'Aloha principalement, il y a la question de l'écoute préalable du canal ou bien du support. Et ça, on peut le faire sur un support câblé, chose qui est bien sûr difficile sur, par exemple, un réseau sans fil, etc. Donc, non, puisque toutes les stations sont connectées au même câble, au même support. Donc, une station, quasi instantanément, elle peut savoir ce qui se passe sur un support. Là, on est dans une salle et les gens parlent. Dès que quelqu'un parle, pratiquement, presque en même temps. Bien sûr, les hdas, ceux qui sont à côté vont l'entendre plus rapidement, mais les autres aussi, ils vont l'attendre quasi instantanément, presque en même temps. Et par conséquent, donc, dès que quelqu'un parle, on va l'entendre, on va le détecter et on va s'arrêter. On va le laisser jusqu'à ce qu'il termine et après, on commence à prendre la parole. C'est un peu la même chose, donc la station écoute le canal, s'il est libre, transmet la trame, sinon il reporte la transmission. Alors, au niveau du récepteur, l'algorithme est resté pratiquement le même. Donc, on traite l'information reçue, d'accord? Donc, on reçoit la trame, on la traite, etc. S'il est correct, si la trame est correcte, on envoie un acquittement, sinon, on ne fait rien. Alors, CSMA, il a plusieurs variantes. Donc, vous avez CSMA non persistant, CSMA persistant, CSMA P persistant, etc. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, par exemple, que la station qui écoute le support, une station, avant d'envoyer sa trame, elle doit écouter le support, le canal. Si le support est libre, si le canal est libre, il peut envoyer sa trame. Mais s'il n'est pas libre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il doit attendre. D'accord? Il doit attendre. Et cette attente-là, c'est là la différence entre ces techniques-là. Cette attente, il peut être persistante ou bien non persistante. Non persistante, c'est-à-dire que la station, il va laisser tomber et aller faire autre chose et puis revenir après pour essayer d'envoyer, bien sûr,
avec une écoute préalable. Donc, il va attendre un délai aléatoire avant de retransmettre. Vous voyez, donc là, il ne persiste pas. Il continue à consulter le support. Il laisse tomber, il fait autre chose et il revient. Par contre, la technique persistante, c'est-à-dire on continue. Donc, c'est une prolongation de l'écoute du canal jusqu'à ce qu'il soit libre. D'accord? Et généralement, donc là, c'est ce qui est implémenté dans la plupart des LAN. Et bien sûr, avec détection de collision par la station émettrique. Si jamais il a envoyé, il doit continuer d'écouter pour détecter les collisions. Si jamais quand une station qui a par exemple qui était en train d'envoyer en même temps et il est rentré en collision avec elle. D'accord? Ou alors avec prévention de collision, et ça c'est une autre variante de technique dont on parlera. Alors il y a aussi les techniques entre les deux, entre non persistant et persistant, il y a ce qu'on appelle P persistant, P probabilité d'envoi. Donc la station, soit elle va persister, soit elle ne va pas persister selon une valeur aléatoire tirée au hasard, donc une probabilité qui va permettre soit l'envoi, soit l'attente. Alors, commençons maintenant à parler d'un cas, parce que là, on a présenté les techniques CSMA de manière générale. Il y a plusieurs variantes, selon les réseaux, selon, etc. On va choisir un de ces cas-là. Donc, on se base sur une des techniques. Là, on va présenter principalement la méthode la plus importante, ou la plus populaire, la plus connue, qui est la technique CSMA-CD. Pourquoi elle est plus populaire que les autres? Parce que c'est cette technique-là qui a été adopté au niveau du réseau Ethernet qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc le réseau Ethernet, il utilise justement la technique CSMA-CD. Donc le principe déjà, il y a un certain nombre de principes qui sont, bien d'hypothèses qui sont adoptées au niveau de cette technique-là. Et après, bien sûr, on va présenter l'algorithme de l'émetteur et du récepteur, qui va donner le protocole donc d'accès au support dans le réseau Ethernet qu'on appelle CSMA-CD. Donc CSMA, on a dit Carrier Sense Multiple Access, donc accès multiple par écoute de la porteuse. Donc ça, c'est la technique, c'est la base dont on a parlé. Mais ici, Ethernet, il ajoute le CD ici, CD qui veut dire with collision detection, avec détection de collision. Donc, on envoie, s'il y a collision, on doit détecter la collision et régler le problème par la suite. Donc, les hypothèses ou bien le principe de cette méthode-là, donc, c'est que la station doit continuer d'écouter le canal après l'envoi. Là, il doit continuer à écouter le canal après qu'elle a envoyé sa trame. Donc, la station, lorsqu'elle envoie sa trame, il n'envoie pas la trame et il s'en va, mais elle envoie la trame tout en continuant d'écouter le canal. Alors pourquoi elle fait ça? Parce que elle doit détecter s'il y a collision après l'envoi ou pas. Je peux envoyer une trame, وماشي غنمشيو صافي بلا ما نعرف واش وصلات ما وصلاتش, est-ce qu'elle a été collisionnée ou pas. Je dois continuer d'écouter. Écouter pourquoi? Pour détecter. Par exemple, c'est comme un peu l'écho. Vous êtes devant une falaise, vous prononcez un mot à haute voix par exemple, au bout d'un certain temps, ce mot-là que vous avez prononcé, il revient vers vous. Ça, c'est l'écho, l'effet de l'écho. Donc là, ici, les stations, ils font un peu la même chose. Ils envoient une trame, donc c'est un signal, et ils continuent d'écouter. Alors, si elle reçoit le signal qu'elle a envoyé, il a certain signal, avec le signal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la trame est arrivée à destination de manière correcte, puisqu'il a envoyé, il a reçu. Donc la trame, il est passée par toutes les stations, la station émettrice, ça veut dire c'est un moyen pour détecter en quelque sorte qu'elle est correcte. Autre signal, et ça a donné un signal résultant qui est différent du signal qui a été envoyé par la station. Donc là, dans ce cas-là, il va détecter la collision. Et c'est pourquoi ici, parmi les hypothèses de la technique
CSMA-CD, c'est que le temps d'émission de la trame, le temps d'émission, vous vous rappelez le temps d'émission, on a parlé au premier semestre, donc le temps qu'il faut pour mettre la trame sur le support doit être supérieur ou égal à 2 fois le temps de propagation, le temps d'aller-retour. La trame, elle part de la station et il passe par toutes les autres stations et il revient vers la station émettrice. Donc le temps d'aller-retour, كتمشي la trame, le signal كيمشي وكيرجع. علاش باش هذيك لا ستاسيون خصها تكون مازالها في l'écoute, le temps que le signal se propage. Il fait un aller-retour pour qu'elle s'assure que le signal n'a pas été altéré. Et c'est pourquoi la condition doit être vérifiée. La technique CSMA-CD. Et là aussi, il y a un exercice, j'ai oublié de vous envoyer ça, donc j'essaierai de le faire le week-end. Il y a aussi un exercice qui va vous permettre de calculer justement le temps qu'il faut, le temps d'émission, qui vérifie la condition. D'accord? Et le temps d'émission, comme vous le savez, il dépend, le temps d'émission d'une trame. Il dépend de quoi, à votre avis? Ça, on en avait parlé au premier semestre, je pense même il y avait un exercice qui a parlé de ça au niveau de une question, au niveau de l'examen de S1, les protocoles. Il dépend de quoi, le temps d'émission? Il dépend de 2 choses. Le débit, oui, et la longueur de la trame. Très bien. Donc, il dépend effectivement de la longueur de la trame et du débit. Et c'est pourquoi le calcul, il nous permet de calculer la taille minimale d'une trame. Ça, c'est important. Une trame Ethernet, عندها une taille minimale. ما يمكنش نصيفطوا une trame أقل من هذيك la taille dans Ethernet. Parce que sinon, l'inégalité ne peut pas être vérifiée. Et par conséquent, la détection ne peut pas être faite, et par conséquent, on ne peut pas savoir si, lorsqu'on a envoyé une trame, est-ce qu'elle est arrivée ou pas. La technique CSMA-CD, qui est utilisée dans Ethernet, se base sur ça, sur ces principes-là. Donc là, dans l'exercice, on va calculer justement la taille de la trame minimale qui permet de vérifier de la condition. On va vous donner les paramètres qu'il faut, la vitesse de propagation, le débit, etc. Et on calcule ça. Et cette technique CSMA-CD, c'est important il faut donc la retenir. CSMA-CD, c'est la technique qui est utilisée dans le réseau Ethernet et qui a été normalisée par la norme I3E 802.3. Donc Ethernet utilise la technique CSMA-CD. D'accord? On verra aussi que, par exemple, Token Ring, qui est un réseau en nano, il utilise la technique du jeton. Donc là, vous avez les deux grands rivaux, donc réseau Ethernet et Token Ring, et chacun utilise une technique différente de l'autre. Token Ring utilise la technique du jeton, on va en parler par la suite, et Ethernet utilise la technique CSMA-CD. Alors, une fois qu'on a expliqué le principe de la méthode et les hypothèses qu'il faut, en regardant maintenant l'émetteur, qu'est-ce qu'il fait, et le récepteur, qu'est-ce qu'il fait. Alors, l'émetteur, bien sûr, puisque c'est une technique CSMA, il commence avec CSMA, ça veut dire qu'il va aussi commencer par écouter le canal. La première des choses, dans Ethernet, une station doit écouter le canal d'abord, avant de commencer l'envoi. Si le canal est libre, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, elle va transmettre. Il va transmettre la trame, mais en plus, la question de CD, il continue d'écouter le canal. La trame d'accord, pour s'assurer qu'elle a envoyé sa trame. Alors, si la collision est détectée, donc si la station détecte une collision, le signal qu'elle a envoyé n'est pas le même que celui qu'il a reçu, alors elle va arrêter immédiatement la transmission et elle va alerter les stations, d'accord, pour leur dire en quelque sorte ce signal n'est pas correct, il ne faut pas le considérer, il faut l'ignorer. Et après, bien sûr,
il va retransmettre après un temps calculé. يعني كتصيفط la trame ديالها كتسمع le support قبل ما تصيفط ou une fois لقاتو libre il envoie sa trame et il continue d'écouter le support. S'il reçoit la même chose que ce qu'il a envoyé, c'est tant mieux. Mais si elle constate qu'il y a un signal différent de ce qui a été envoyé, ça veut dire qu'il y a eu collision. Elle détecte dans ce cas la collision. C'est ça les deux lettres CD. Donc détecte la collision, alors elle alerte les autres stations et elle arrête la transmission. Et bien sûr, elle va essayer de retransmettre après un certain temps bien calculé. Le temps d'attente avant de retransmettre, parce qu'il y a un petit algorithme ici qui se fait au niveau de cette tentative de retransmission. Alors, sinon bien sûr, s'il n'y a pas collision, si le canal n'est pas libre, sinon, si c'est un peu mal placé. Donc, si le canal n'est pas libre, bien sûr, il va reporter la transmission. Donc, voilà en résumé ce que fait une station dans le réseau Ethernet lorsqu'elle est en train d'émettre. Alors, à la réception, l'algorithme c'est très simple. On reçoit la trame, on la traite. D'accord. Bien sûr, ici, on a constaté qu'il n'y a pas de l'envoi d'acquittement parce que la station elle-même, elle attend la réception. Elle écoute le support, donc elle peut détecter si la trame est arrivée correctement ou pas. Alors, là, on a parlé de CSMA-CD, qui est la plus importante et la plus connue, la plus populaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est utilisé dans Ethernet, mais il y a d'autres. Par exemple, vous avez la technique CSMA-CA. On appelle la technique qui est utilisée dans les réseaux sans fil, I3E 802.11, le réseau Wi-Fi. C'est une variante, c'est une modification de la technique CSMA-CD. D'accord. Et le principe d'ILA, c'est presque le même que celui de CSMA-CD, mais au niveau de la détection de collision qui pose problème. Un réseau sans fil. Alors, la technique CSMA-CA qui est utilisée dans les réseaux Wi-Fi, le principe d'ILA, il y a une station avant d'émettre, elle doit écouter le support, bien sûr, le canal. Si le support, c'est l'air, bien sûr. S'il est libre, il peut envoyer, etc. Le problème, c'est que si on prend, parce que d'ailleurs au début, les gens ont pensé, par exemple, à utiliser, si vous voulez, la technique CSMA-CD pour un réseau Wi-Fi. La technique CSMA-CD qui marche pour un réseau Ethernet, un réseau Wi-Fi. Mais ils ont constaté qu'il y a un problème parce qu'on ne peut pas détecter toujours les collisions. La technique, malheureusement, on ne peut pas faire, c'est difficile de faire un petit schéma pour montrer ça, mais le problème qui se pose pour la technique CSMA-CD pour un réseau Wi-Fi, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la station cachée. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, imaginez, vous avez un point d'accès quelque part, et vous avez des stations, je ne sais pas si je peux trouver un schéma qui peut nous montrer ça. Là, je peux prendre par exemple.
Alors, je ne sais pas si vous voyez on va peut-être se baser sur ce schéma-là pour simplifier un petit peu les choses. Euh, Vous voyez ce schéma-là avec les trois stations ABC? Oui, très bien. Alors, pour vous rapprocher la chose, parce que là, les réseaux Wi-Fi, on en parle les réseaux sans fil, en fait, de manière générale, il y a un cours en troisième année dont on parle en détail. Mais là, seulement pour vous dire pourquoi CSMA-CD ne marche pas. Euh, Imaginez que la station A veut envoyer un message à la station C. D'accord? Donc, euh, lorsqu'il y a, par exemple, on envoie par exemple le A, bien sûr, ne peut pas. D'abord, il faut savoir que chaque station a une portée. Lorsqu'on est dans un réseau sans fil, vous prenez par exemple la station Hadi, elle a une portée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un rayon de couverture, l'antenne qui envoie des signaux, il ne peut pas envoyer au-delà de cette cellule-là. On appelle là, c'est une cellule. Donc, elle a une portée qu'il ne peut pas dépasser. Et donc, il ne peut envoyer que aux stations qui sont à l'intérieur de cette cellule. Et la cellule a dit, c'est comme une bulle, par exemple. C'est une sphère, en quelque sorte. Donc là, les stations qui sont à l'intérieur du rayon de couverture de la station peuvent recevoir, par exemple, des trams à partir de cette station et vice-versa. Et donc, lorsqu'on veut envoyer une station dehors de notre cellule, donc de notre rayon de couverture, bien sûr, on doit passer par une autre station. Alors, imaginons par exemple ici la station A qui veut émettre à C, donc il doit passer par B par exemple. Supposons que B c'est un point d'accès, d'accord? Lorsqu'on est dans un réseau à infrastructure, donc ça veut dire parce qu'il y a des réseaux ad hoc et des réseaux infrastructure pour les réseaux sans fil. Infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a un point d'accès. Réseau ad hoc, c'est-à-dire que des stations directement sont connectées entre elles deux à deux. Donc on suppose que ça c'est un point d'accès. Donc la station A, elle doit envoyer à B et B, qui est le point d'accès, elle va transmettre à C. Ce qu'il y a, c'est que si, par exemple, la trame A envoie la station A envoie une trame à B et que B la transmet à C, si jamais il y a on va dire, une perturbation à côté de C, non, l'endroit là où je fais bouger la souris, la trame va être perturbée et collisionnée, par exemple. On va supposer qu'il y a une source ici de bruit qui a touché le signal. Le signal donc arrive assez erroné. La trame arrive assez erronée. Est-ce que A peut détecter ça? Il y a la question. Est-ce que A peut détecter le parasitage qui est arrivé à côté de C? Hein, la réponse, bien sûr, est non. Et pourquoi ça? À votre avis, pourquoi A ne peut pas détecter le, la collision qui est arrivée à côté de C? Voilà, tout simplement parce que C n'est pas dans la zone de couverture de A. A ما كيعرفش الشيء يوقع au-delà ديال هاد la zone de couverture ديالو, هاد la sphère de la cellule, on parle ici de cellule, mais ما تيعرفش شنو واقع هنا. Donc, لو وقعت شي حاجة en dehors ديال هاد la cellule, ne peut pas la détecter et par conséquent, euh, on ne peut pas se baser sur la détection de collision. Vous voyez, on ne peut pas appliquer la technique CSMA-CD telle qu'elle est pour, la, les réseaux sans fil, les réseaux Wi-Fi. D'accord? Parce que tout simplement, la technique CSMA-CD se base sur la détection de collisions, alors qu'ici, on ne peut pas détecter les collisions en dehors de la cellule. Donc, CSMA-CD ne marche pas, il faut l'adapter, il faut faire des changements sur cette technique-là pour l'adapter au réseau sans fil. Vous voyez?
Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait? La technique CSMA-CA, comme son nom l'indique, le CA veut dire collision avoidance, c'est-à-dire avec évitement de collision. Donc, dans les techniques CSMA, dans les réseaux Wi-Fi, on essaie d'éviter la collision. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la détecter, malheureusement. Dans les réseaux Ethernet, on détecte les collisions et on peut donc retransmettre. Mais ici, on ne peut pas détecter. C'est le syndrome de la station cachée. Vous avez une station, il est caché. C'est chauffage. Et donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a modifié la méthode pour éviter les collisions. Et pour éviter les collisions, on donne la station B qui est supposée un point d'accès. B, par exemple, c'est un point d'accès. On lui donne le droit de donner la parole aux différentes stations. D'accord? Par exemple, ici, la station A qui veut émettre. Il doit d'abord demander l'autorisation, le B. Le signal que vous voyez, RTS, c'est une petite trame qui fait une requête d'envoi. D'accord? Par exemple, ici, c'est en quelque sorte ready to send ou la donc request to send, c'est-à-dire je veux émettre des données. Le point d'accès qui a une réponse, c'est une petite trame aussi. CTS, clear to send, c'est-à-dire le chemin est libre, tu peux envoyer. Il lui donne en quelque sorte le droit d'envoi. Alors, s'il lui donne le droit d'envoi, les autres stations ne peuvent pas envoyer avec le moment, donc il n'y aura pas de collision. Et la station A, dans ce cas, peut transmettre le B, et B, il transmet le C, où est le point d'accès B, où est le point d'accès, il transmet le C, et c'est lui qui s'occupe de s'assurer que la trame est reçue, après il reçoit l'acquittement, etc. Et pendant ce temps-là, aucune autre station ne peut émettre, et donc c'est le point d'accès qui garantit ça. Après, s'il reçoit une autre demande, il va donner la parole à une autre station, etc. Vous voyez, il y a la technique, si vous voulez, SMA-CA qui est utilisé dans les réseaux sans fil, et il a été aussi utilisé dans le réseau Apple Talk, qui est le réseau local d'Apple, dans les années 80. Donc, il se base sur la technique CSMA-CA. D'accord? Donc là, c'est une autre technique. Bien, donc on a parlé des techniques statiques. Les techniques dynamiques. Les techniques dynamiques, on a parlé des techniques dynamiques aléatoires, la CSMA de manière générale, puis en particulier CSMA-CD, CSMA-CA. D'abord, on va parler des techniques dynamiques toujours, mais cette fois-ci déterministes. Alors, déterministe, ça veut dire quoi? D'abord, on va donner le support, la totalité de la bande passante à une station donnée qui veut émettre, bien sûr, à sa demande, parce que c'est une technique de dynamique. Et donc, seule une station transmet à la fois. D'accord? Non, c'est déterministe, mais c'est aléatoire, mais c'est probabiliste, mais il n'y a pas de compétition entre les stations. À chaque fois, une seule station peut émettre à un instant donné celle qui a le droit d'émettre. Et ceci se fait d'une manière équitable en quelque sorte pour permettre à toutes les stations d'envoyer. Alors, on va parler donc on va donner des exemples de ces techniques-là. Il y a deux grandes méthodes, qui est accès par Pauline ou qui est accès par jeton. D'accord? Le Pauline, ou bien la scrutation, et qui peut être bien sûr centralisée ou la répartie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une station qui va scruter les autres stations. D'accord? Une station primaire interroge successivement chacune des stations secondaires. Maintenant, c'est les systèmes, les anciens systèmes, les systèmes centraux, etc. Il y a un ordinateur central qui va demander aux différentes stations qui sont connectées à cet ordinateur, ça peut être des terminaux seulement. Un terminal, c'est quoi? C'est un clavier écran. Avant, donc, d'ailleurs, là, on a fait un peu de TP avec des mini-ordinateurs, avec un seul mini-ordinateur auquel sont connectés les étudiants, par exemple.
Et chaque étudiant, il a un terminal. Et un terminal, c'est vous avez un clavier et un écran. Vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez pas de disque dur, vous n'avez rien. Tout ça, c'est sur l'ordinateur central. Et donc, l'ordinateur central, c'est lui qui partage le temps entre les différents terminaux. Donc, il interroge en quelque sorte successivement chacune des stations en leur envoyant une trame de pôle, de demande d'envoi. C'est ça, une trame, le premier terminal. S'il a quelque chose à envoyer, si oui, le terminal envoie les informations qu'il possède, sinon on passe au suivant. D'accord? Donc la station interrogée, qui est la station secondaire, répond par une trame d'acquittement négatif s'il n'y a rien à envoyer. Si je n'ai rien à envoyer, donc je douze la station suivante. Ou alors, s'il a quelque chose à envoyer, il va envoyer les données. Donc là aussi, on peut, lorsque c'est distribué, donc vous avez une station primaire qui démarre un cycle avec une trame de pôle à la station secondaire la plus éloignée. Donc, on a un truc circulaire. On va commencer par une première station, généralement la plus éloignée. On a le droit à la parole, mais il le passe à la station qui est à côté. D'accord? Si chaque station, lorsqu'il reçoit la trame de pôle, il va regarder. S'il a des données à envoyer, il va les envoyer à la station primaire. Et sinon, il passe la trame de Bhal. Ça ressemble un petit peu au jeton. En fait, c'est la technique qui a été avant d'utiliser la technique du jeton. D'accord? On passe à la station secondaire suivante et ainsi de suite à tour de rôle. D'accord? Jusqu'à ce on termine un cycle et on arrive à la station primaire qui a démarré et on démarre un nouveau cycle. Donc ça, c'est des techniques un peu anciennes. Après, on a la technique l'allocation avec jetons, dont on a déjà parlé un petit peu et qui est utilisée dans le réseau token ring. D'accord? Donc là, vous avez bien sûr un jeton qui circule. Imaginez, donc vous avez un réseau token ring et vous avez un jeton qui circule sur le réseau. D'accord? De façon continue. Et si une station a besoin de transmettre quelque chose, bien sûr, elle doit récupérer le jeton. D'accord? Et le jeton, il peut être passé d'une station à une autre de deux manières. D'ailleurs, rappelez-vous, on avait parlé de token ring et on avait parlé de token bus. Alors, on avait parlé de token ring dans le cas où le jeton, il passe d'une station à une autre, puisque le réseau est physiquement, donc la topologie physique du réseau, c'est un anneau, et la technique utilisée, c'est le jeton circulaire. Par contre, on avait parlé de token bus, qui est en fait un bus, mais qui utilise le jeton. Donc physiquement, c'est un bus, et logiquement, si vous vous rappelez, on avait dit, il se comporte comme un anneau. D'accord? Donc c'est pourquoi on parle ici de deux méthodes, deux manières de faire circuler le jeton. Soit un jeton non adressé sur anneau. Non adressé, pourquoi? Mais il ne porte pas d'adresse, le jeton, une trame qui circule. Pourquoi il ne porte pas d'adresse? Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsqu'on est dans un cercle, de la station A, par exemple, et le sens de circulation, par exemple, c'est le sens trigonométrique, on va dire. Alors, la station A, elle libère le jeton. La station qui est sur sa droite, donc le successeur de la station, c'est elle qui peut prendre le jeton. Donc, une autre station, il ne peut pas le prendre parce que lorsqu'on est dans un cercle, donc non, on n'a pas besoin d'adresser le jeton, l'ordre. L'ordre, il est imposé par la topologie elle-même. Donc, un seul sens de transmission, topologie en anneau, une station émet le jeton ou la trame à la station suivante, ou la gestion de l'anneau, il peut être centralisé ou la distribuer. Alors là, c'est une autre histoire. Ça veut dire, il faut, avec le jeton, qui va le générer d'abord. Donc, parce qu'il y a beaucoup de la technique du jeton, il paraît intéressante, parce que
il évite les collisions, il donne un droit exclusif à une station d'émettre, etc. Mais je la technique CSMA qui est une technique compétitive. Donc, il y a une compétition entre les différentes stations. Et là, chaque station, elle prend le jeton, elle peut l'utiliser pour un certain temps, etc. Et puis le passer à la station suivante. ولكن المشكل ديال هاد la technique, هاد l'algorithme, il est un peu compliqué à implémenter, à mettre en œuvre, à programmer. Contrairement au CSMA-CD qui est plus simple. Si une station veut émettre, c'est très simple. L'algorithme, je finis tout à l'heure. Il écoute, s'il n'y a rien sur le support, il commence à transmettre et il continue d'écouter. S'il détecte collision, il arrête pour un certain temps et puis retransmet. S'il n'y a pas de collision, c'est bon, donc il passe à la suite. Ici, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, le jeton, c'est une trame particulière. Il doit être généré par une station. Et donc là, parfois, on parle de la station monitrice. C'est une station particulière. Parfois, c'est la première station qui a été connectée au réseau. Et parfois, il est désigné par un administrateur du réseau comme étant la station monitrice. La station monitrice, c'est une station qui n'a le réseau, mais c'est elle qui gère en quelque sorte le réseau. C'est pourquoi on parle ici de gestion de l'anneau, qui peut être centralisée ou distribuée. Ça peut être une station, ça peut être entre les différentes stations. Et donc la station monitrice, il va générer le jeton. Le jeton circule. Le problème qui peut se poser, c'est que si par exemple on perd le jeton, on peut perdre le jeton. Et ça pose un problème. Si le jeton est perdu, le réseau est bloqué. Tout le monde attend de recevoir le jeton. Or, le jeton m'a circulé sur le réseau. Comment on peut perdre un jeton? Alors, on peut imaginer un cas. Par exemple, le jeton il circule sur le réseau. Il a été récupéré par une station qui veut émettre. Et une fois qu'il a été récupéré, la station tombe en panne. C'est-à-dire que la station l'Ikhdet, le jeton, il est tombé en panne. Donc, il n'est plus sur le réseau, ou le jeton, donc les autres stations restent en train d'attendre un jeton qui n'existe pas. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle problème de famine. D'accord? Un problème de famine, le jeton Mekinch. Alors, il y a aussi un autre problème qui peut se poser. Donc la question déjà, si on perd le jeton, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, donc l'algorithme il est un peu compliqué. Alors ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple si on perd le jeton comme ça? À votre avis? Alors est-ce qu'il y a une proposition? On perd le jeton, on va générer un autre jeton. La question, qui va le générer? Qui va générer l'autre jeton? Parce qu'effectivement, on a besoin d'un jeton pour continuer à fonctionner. L'algorithme, il a besoin d'un jeton. La station monitrice. Et c'est pourquoi, justement, il y a une station monitrice. D'abord, la question, la génération, elle-même, elle peut générer un autre problème. Imaginons qu'une station qui a récupéré le jeton et qui l'a gardé, c'est pas parce qu'il est tombé en panne, mais parce qu'il était attaqué par quelque chose, un virus, ou là il a été submergé par beaucoup de traitements, etc. Ou là peut-être avant de dire ça, comment on va détecter que le jeton est perdu déjà? Comment on va détecter que le jeton est perdu? باش نعرفوا بان الجيتون ما بقاش. Hein? Justement parce que dans les techniques déterministes, ce qui se passe, c'est que on est sûr d'avoir le jeton au bout d'un certain temps. Une station, le temps d'attente, en fait. D'accord? Le temps d'attente. Une station, elle,
il peut calculer le temps maximal d'attente avant de recevoir le jeton. Une station, normalement, elle حسب le nombre de stations qui nifient le réseau, il va multiplier ça par le temps imparti à chaque station, ça va lui permettre d'avoir le temps d'attente maximale. Si au bout de ce temps d'attente maximale, il ne reçoit pas le jeton, il va dire le jeton est perdu. Bien sûr, machine n'importe quelle station peut faire ça, parce que sinon, on va avoir plusieurs jetons. Donc, c'est la station monitrice. كتحسب اللي كيدوز قدامها le jeton. Alors, ici, la station, c'est la station qui tombe en panne. Effectivement, ça aussi, c'est une question. D'ailleurs, j'allais parler de ça. Comment détecter la perte du jeton. Donc, déjà, on détecte, la station monitrice détecte la perte du jeton et c'est elle qui va le générer. Le problème, la station qui a pris le jeton, il est tombé en panne, mais il est submergé ou pendant un certain temps parce qu'il y avait beaucoup de traitements à faire, parce que, etc. Il a été attaqué par quelque chose, etc. Et par conséquent, il a gardé le jeton longtemps. La station monitrice va croire que le jeton est perdu, elle va générer un autre jeton. Mais au bout d'un certain temps, la station qui avait le jeton le libère. Et on va avoir deux jetons qui circulent. Et ça pose un problème aussi. Maintenant, il y a aussi un autre problème qu'a posé votre cas. Il y a la question, si la station monitrice tombe, elle-même tombe en panne, ou là est arrêtée, etc. Alors là aussi, c'est un vrai problème. Donc il faut, on rentre dans ce qu'on appelle une phase d'élection. D'accord? Une phase d'élection. Ça veut dire quoi, une phase d'élection? Ça veut dire on va élire. Alors, attendez, parce que on va élire une nouvelle station qui va jouer le rôle de station monitrice. D'accord? De station monitrice, parce que la station, les quintes monitrices, n'est plus là. D'accord? Il n'est plus là. Et par conséquent, alors je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Donc la station n'est plus là et on va élire une nouvelle station. On a dépassé. C'est ça. Donc on va élire une nouvelle station qui va jouer le rôle de la station monitrice. Alors parfois, le cas distribué, c'est ce qu'on a justement une solution de backup, c'est-à-dire nous avons une autre station qui va jouer le rôle de station monitrice de backup, en quelque sorte. Lorsque la station monitrice tombe en panne, c'est une autre station qui prend la main. Et sinon, on doit faire un processus d'élection ou choisir une des stations. Alors il y a plusieurs algorithmes aussi pour faire ça. Soit on se base sur les adresses MAC, la plus petite adresse MAC, il y a les monitrices ou là sur autre chose. Donc ça c'est, donc tout ça pour vous dire que c'est un algorithme qui est un peu compliqué. D'accord? Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de traitements. Et c'est une des raisons pour lesquelles la méthode d'accès au HacketBen plus intéressante, parce que ça s'appelle l'exclusivité à une station d'émettre, mais la mise en œuvre d'ILA, il est compliqué. Contrairement au CSMAC de l'équipe l'apparence comme une technique un peu aléatoire, en quelque sorte, sa mise en œuvre est plus simple. Voilà, donc ça, on a discuté un petit peu la technique du jeton sur anneau. Alors, le jeton sur bus, il y a les mêmes problèmes et les mêmes caractéristiques qu'on a citées ici, sauf que ici, il n'y a pas un sens de circulation, de transmission, parce qu'on est sur un bus, mais l'ordre n'est pas respecté. L'ordre physique des stations sur l'anneau ou à l'ordre de réception du jeton. Par contre, ici, comme c'est un bus, donc l'ordre n'est pas respecté,
mais on impose un autre ordre, d'accord? On met en place en quelque sorte un anneau logique. Ça veut dire, comme on l'a dit l'autre fois, on va numéroter les stations et chaque station, كتكون عارفة شكون هي la station suivante ou شكون هي la station précédente. Et donc, lorsque une station libère le jeton, seule la station suivante à cette station, واخا ما تكونش حداها d'un point de vue physique, d'accord? تقدر تكون هاد la station في l'extrémité droite ou l'autre station في l'extrémité gauche. إلا كانت هي اللي تابعاها في l'ordre, alors le jeton il circule. Les autres stations le voient passer, mais ils ne peuvent pas le prendre parce que la station qui suit, c'est elle qui a le droit de le prendre puisqu'il est adressé, fait l'adresse ديالها. Ou a un numéro associé لها. Donc يمشي حتى لعندها et c'est elle qui le récupère. D'accord? Donc هذا هو الفرق. Mais logiquement, il se comporte comme un anneau. Alors, le jeton. Donc là, vous avez l'algorithme. Donc on a discuté les deux techniques. Mais là, le principe, vous avez un jeton, c'est une trame particulière que toutes les stations reconnaissent. En fait, le jeton, c'est une trame. Le bit particulier, lorsqu'il est positionné, ça veut dire que c'est un jeton. Donc, les stations que c'est un jeton. Le jeton circule librement sur l'anneau, qui est d'or, tout le temps. L'émetteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord acquérir le jeton avant d'envoyer pour garantir l'exclusivité de l'envoi. Donc, une seule station envoie à la fois. Donc, il récupère le jeton, il transmet sa trame ou ses trames, parce que pour chaque station, on va allouer un certain temps maximal. Si la station il a plusieurs trames, il peut les envoyer tant qu'il n'a pas dépassé ce temps. Si elle a une seule trame, elle va l'envoyer et libérer le jeton sur le champ. Et puis on attend le retour de la trame. Donc, كنصيفطوا une trame وكتضرب الدوره ديك la trame, كتدوز على les stations كاملين وكترجع عند l'émetteur. La station émettrice, c'est elle qui récupère la trame, كتحيدها من le support et la remplace par le jeton. وكتطلق بلاصتها le jeton. Comme ça, la station suivante peut récupérer le jeton, etc. Maintenant, le récepteur, il vérifie si l'information lui est destinée. Donc, bien sûr, la trame كتدوز على les stations كاملين ولكن ماشي كلهم كيريكوبيريو une copie منها, ils ne copient pas la trame علاش parce qu'ils ne sont pas concernés. Seule la station qui est concernée peut copier, si vous voulez, la trame. Et ça, c'est bien sûr, il va reconnaître ça par son adresse. Donc, tu fais l'adresse de destination اللي كاينه في la trame. إلا كانت l'adresse de destination هي l'adresse ديالها كتعرف بأن la station lui est destinée. Bien sûr, il y a une diffusion, on envoie une trame, une station qui envoie une trame à l'ensemble, à toutes les stations du réseau, là tout le monde va copier la trame et la laisser passer. Donc, si oui, donc si la station récupère la trame et il est concerné par cette trame, il la concerne, faire l'adresse d'ILH, qu'est-ce qu'elle fait? Il va la copier et positionner les bits A et C. Alors, les deux bits, ce sont deux bits qui sont la trame, qui permettent en quelque sorte d'indiquer à l'émetteur comme quoi la trame a été reçue par le destinataire. A comme adresse et C comme copie. Ça veut dire qu'il y a une station qui est concernée par donc, avec la trame, donc le récepteur, la station réceptrice, il va positionner avec le bit 1, puisqu'il y a l'émetteur, la station existe, c'est-à-dire que l'adresse qu'il a mis existe effectivement, ou C pour lui dire que ça a été bien copié. D'accord? Le bit de copie. Et il libère la trame. Donc, à la réception, la trame qui était envoyée, c'est celui de la station émettrice qu'il a envoyée. Il va consulter les deux bits, il va comprendre que la station est bien reçue, il est bien copié, et il va, en quelque sorte, soit libérer le jeton, soit envoyer d'autres trames, c'est là d'autres trames. Donc le récepteur, il
positionne les deux bits, il copie la trame et il la laisse passer, bien sûr, sur le réseau pour permettre à d'autres éventuellement de la copier, quand il est destiné à plusieurs stations, ou bien de la laisser passer vers l'émetteur, la station émettrice, qui va l'enlever du support et libérer le jeton. Alors, cette technique-là, il a été principalement au début utilisé dans le réseau Toknering, qui a été normalisé sous la norme I3E 802.5. Et puis après, il a été amélioré, modifié, etc. et utilisé dans le réseau FDDI, Fiber Distribution Data Interface, qui a été normalisé aussi sous la norme I3E 802.8. Alors, FDDI, qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer? Alors, donc, voilà, donc je reviens sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer la technique du jeton sur Toknering? Il a fait plusieurs améliorations, parce que si vous vous rappelez, on avait dit que Toknering, il a commencé avec un débit de 4 mégas, il est arrivé à 16 mégas, etc. Mais pour atteindre les 100 mégabits par seconde qui sont utilisés dans FDDI, on a fait pas mal d'améliorations. Première amélioration, bien sûr, on a changé de support. Au lieu d'un câble coaxial qui était utilisé dans Toknering, on a utilisé une fibre optique. Donc, pour gagner du temps. Et ça, c'est la première amélioration au niveau, on va dire, physique, support, etc. Mais on a aussi amélioré au niveau de la technique elle-même. Alors, si vous avez remarqué, lorsqu'une station envoie une trame, lorsqu'une station récupère le jeton et transmet sa trame, qu'est-ce qu'elle fait? On a dit, elle va attendre que la trame fait le tour et revient vers cette station pour la récupérer, et ce n'est qu'après qu'on libère le jeton. D'accord? Maintenant, pourquoi on n'a pas libéré le jeton juste après? Est-ce qu'on peut penser à, par exemple, libérer le jeton une fois qu'on a envoyé la trame, on libère le jeton. D'accord? Donc, mais là, on préfère laisser le jeton faire le tour. Laisser, pardon, la trame faire le tour et revenir à la station émettrice. Alors, là, pourquoi on a fait ça? Les avantages, en fait, de ça, c'est quoi? Premièrement, ça permet à la station de récupérer la trame qu'il a envoyée, s'assurer, c'est une sorte d'acquittement en quelque sorte, et s'assurer que la trame est arrivée à destination sans problème. Donc ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que ça fait perdre du temps. D'accord? La trame, on attend jusqu'à ce qu'elle revienne vers l'émetteur avant de transmettre, avant de libérer le jeton. Avec FDDI, qu'est-ce qu'on a fait? On a en quelque sorte permis à la station d'envoyer la trame et de libérer le jeton juste après. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'avec la fibre optique, la probabilité d'erreur dans un réseau local utilisant de la fibre optique est très très faible. Et par conséquent, donc, on a supposé qu'il n'y aura pas d'erreur. Et lorsqu'il y a erreur, donc ça va être très rare. C'est pourquoi donc on a utilisé, donc on a libéré le jeton juste après l'envoi. Et ça permet de gagner du temps. Bien sûr, euh, l'avantage aussi de libérer le jeton une fois qu'on a reçu la trame complètement, c'est de permettre d'envoyer à plusieurs stations à la fois, de faire ce qu'on appelle une multidestination. J'envoie la même trame, il passe par plusieurs stations, donc toutes les stations concernées vont la copier, et donc là c'est l'avantage. Alors dans FDDI, on peut aussi faire ça dans le cas où bien sûr la trame, donc au lieu qu'elle soit récupérée par la première station qu'il a reçue, il peut la laisser passer lorsqu'il s'agit d'une multidestination. Il peut la laisser. Multidestination, ça veut dire quoi? Soit c'est une diffusion, on envoie à tout le monde,
soit c'est un multicast. Multicast, ça veut dire j'envoie à un groupe de stations. D'accord? Un groupe de stations. C'est pas, donc, il y a 3 niveaux de destination, on va dire d'adresse, qui est soit une adresse unicast, c'est-à-dire il est envoyé à une seule station, soit une adresse multicast, on envoie à un groupe de stations, soit une adresse de broadcast, on envoie à l'ensemble. Je pense qu'on va parler de ça au niveau de l'adressage. Alors, cela va générer un désordre au niveau des échanges entre les stations. Quel désordre? Je n'ai pas compris. Donc là, une station, il envoie une trame. Et lorsque la trame est envoyée, la station émettrice libère le jeton. Sur le champ, quand c'est la trame, كتبع الjeton. Alors la trame غتمشي عند le destinataire ديالها, la station qui est concernée, il a une seule. Donc il récupère la trame, كتحيدها من le support, ما كيتسناش حتى تضرب الدوره وترجع عند la station émettrice. Monsieur, Oui. si on suppose qu'il y a 5 stations dans le réseau, Oui. que la station numéro 1 va envoyer une trame à la station numéro 4. Et juste après l'envoi de la trame, il envoie aussi le jeton. Oui. Oui. Donc la station numéro 2, donc il récupère le jeton. Il envoie aussi une deuxième trame, la trame de la station numéro 2. Ouais. Si on suppose que pour la station numéro 1, il a envoyé une trame à la station numéro 4, nous avons besoin des données, des données nécessaires pour que la station numéro 2 qui a envoyé la trame, ce que je veux dire, monsieur, que la station numéro 2 doit attendre que la station numéro 4 reçoive tout d'abord la trame de la station numéro 1 avant de la répondre. Et si cela n'arrive pas, donc il y aura une interférence. Non, non, d'abord, il n'y aura pas d'interférence pour la simple raison qu'il y a un seul sens de circulation. D'accord? Qu'il y a un seul sens. Imagine, on a une station, la station 1 envoie la trame, moraha qui est le jeton. La station 2, il récupère la trame, il n'est pas concerné, il a une trame qui à toutes les stations. Il est copié sur la carte réseau de la station, pour vous dire. Mais il ne la mémoire de la station, bien sûr, sauf s'il est concerné. Les autres stations qui doivent la carte réseau bit par bit, qui doivent le support, qui le support. Il n'est pas concerné. ومن بعد كيجي تتسالي لا ترام كدوزها sur le support كيجي موراها le jeton. Il va prendre le jeton, donc il récupère le jeton. هنا le jeton كتاخدو عندها. Il prépare son envoi. Alors la trame il a lâché déjà la trame قبل من le jeton, ça مصيفطاتها. Le jeton, la trame دابا مشات la station 3, il va la voir, il va la laisser, elle n'est pas concernée حتى كتوصل la station 4 اللي قلتي انت اللي هي الديستيناتير. Donc la station 4, qu'est-ce qu'il fait? Il copie la trame عندها. D'accord? في هذا le moment هذا راه ماشي le réseau واقف بحال اللي كان قبل لا. La station 2, il a commencé déjà à envoyer. Donc بحال un train داز وجا موراه واحد لو تران جاي في الطريق ماشي كنتسناو لو تران الاول لو تران ديال السبعه مشى من الرباط غيوصل لكازا ما غنتسناوش حتى يوصل عاد نطلقوا الاخر هذاك غادي والاخر تابعو. En quelque sorte, c'est un peu ça. Puisqu'il y a un seul sens de circulation, le problème ne se pose pas. Le seul problème qui peut se poser, c'est la question d'elle, s'assurer que la trame est correcte. من قبل كنا ملي كدير le tour وكترجع عند l'émetteur, قلنا كيفيريفي هاد les deux bits A et C pour s'assurer que la trame a une sorte d'acquittement. وهنا في هاد le cas ما عندناش هاد la possibilité tout simplement. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair? Alors, pas de réponse, mais c'est pas grave. Donc là, on passe la dernière technique. Il y a la technique du jeton non ou la adressé sur bus. D'accord, très bien. Alors هنا الفرق هنا هضرنا على un nano, دابا نهضروا على le bus. Le jeton passe d'une station à l'autre
ماشي selon l'ordre physique ديالهم لان les stations ما عندهمش un ordre physique sur le bus لان هذاك l'ordre n'est pas on va dire équitable. Mais il y a un ordre logique, une liste ordonnée de stations. Que la station كتعرف شكون اللي تابعها وشكون اللي قبل منها et qu'on doit respecter. Donc l'émetteur il va gérer des adresses des stations كيعرف البريديسيسور ديالو والسكسيسور ديالو غيتسنى حتى يجيه لو جوتون من عند من عند لو بريديسيسور ديالو. ملي كيجي ان جوتون كنشوف شكون اللي صيفطو. الا كان هذاك اللي صيفطو هو اللي في لوردر قبل مني alors c'est moi le concerné donc صيفطو لو بريديسيسور ديالي donc je les récupère. ما كانش كنخليه واخا يدوز قدامي لو جوتون ما خصنيش نقيس فيه خصني نخليه. Une fois que je récupère le jeton, je transmets la trame sur le bus et après j'envoie le jeton au successeur ديالي كندير فيه l'adresse ديال la station اللي تابعني في l'ordre وهي اللي يمكن لها تاخذه. بالنسبه للريسي دونك هنا كاين ان اوردر بحال ان نانو لوجيك où le récepteur il vérifie si l'information lui est destinée, si oui il doit et il va la copier. C'est la technique qui est utilisée dans Token Bus I3 normalisé par I3E 802.4. Et voilà, donc on a passé en revue toutes les techniques ou les protocoles d'accès au support. Donc là, la prochaine fois, on va parler de l'adressage, donc les adresses, pour terminer de la partie Mac, et on passera après les études de cas. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai un truc urgent à faire maintenant. Est-ce que vous avez des questions ou bien des remarques? C'est bon, très bien. Alors donc on continue la prochaine fois.